C'est pour nous un plaisir de vous retrouver encore sur Web Info Télévision, justement, mesdames et messieurs, comme vous le savez, pour une cause noble, celle de vous mettre au parfum de l'actualité, car vous le méritez. Vous êtes abonné à Web Info, justement, pour être informé, pour ne rien rater à ce qui concerne l'actualité, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, même au niveau mondial, bien qu'aujourd'hui, les choses, les faits en République démocratique du Congo nous poussent aussi à avoir un œil très regardant et surtout de nous disponibiliser pour vous informer, de nous disponibiliser aussi pour vous aider à mieux comprendre l'actualité. Alors, comme vous êtes nombreux en train de nous suivre, cette émission vous intéresse aussi. Vous avez donc cette possibilité de participer en direct juste en faisant des commentaires. C'est aussi ça, Web Info. Donc, vous pouvez commenter parce que nous allons parler d'un sujet aussi très important. Les offensives lancées par les forces armées de la République démocratique du Congo contre l'AFC M23. L'idée est de les déloger d'abord en Zibira. Là, nous sommes dans le territoire de Walungu au Sud Kivu. Cette entité qui, ça fait déjà une semaine, est entre les mains de l'AFC M23. Et les gouvernements congolais ou les FARDC veulent à tout prix les déloger. Voilà pourquoi vous voyez des fois les FARDC procèdent par des frappes aériennes avec les drones CH4, les Sukhoi aussi souvent. Et les premiers faits, donc les premiers bombardements, c'était tout d'abord dans le territoire de Massissi au nord Kivu. Et après, c'était en Zibira. Zibira, pendant que cette cité était occupée par l'AFC M23. Et jusque-là, elle est toujours occupée par l'AFC M23. La semaine passée, le week-end dernier, il y a eu des bombardements en Zibira et c'est les FARDC qui l'ont fait. Et déjà, pas plus tard que lundi dernier, on vous a fait part aussi des différents bombardements aussi dans le territoire de Walikale avec les ponts au niveau d'un petit qui a été aussi frappé par les FARDC. Justement, l'idée est de couper cette chaîne des provisionnements pour l'AFC M23, cette chaîne qui les facilite aussi la tâche de se mouvoir. Et c'est dans l'idée pour les FARDC, c'était justement de couper cette chaîne-là. Ça a été fait, mais l'AFC M23 avait aussi dénoncé les faits pour les forces armées de la République démocratique du Congo de viser où ils ont de cibler beaucoup plus les zones densément peuplées, là où donc se trouve un nombre important de populations, et il y avait donc des dénonciations allant dans ce sens. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ceci, mesdames et messieurs? Cette fois-ci, nous parlons des offensives. Les FARDC ne jouent pas à la défensive et elles sont en train d'attaquer l'AFC M23. Tout en précisant aussi que le pourparlers à Doha continue. Les démarches diplomatiques au niveau des États-Unis, les Américains qui continuent toujours à mettre sur la même table les Rwandais et la République démocratique du Congo, et de l'autre côté, le gouvernement congolais et l'AFC M23. Alors on va donc en parler parce que dans les récents, donc hier, pas plus tard qu'hier justement, dans le au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y avait un débat houlé entre la RDC et le Rwanda. En tout cas, on va vous montrer une illustration justement de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au niveau de l'ONU, ce qu'il a dit par rapport au Rwanda, la réplique du Rwanda aussi, parce que le Rwanda a répliqué, n'a pas tardé aussi pour réagir. Donc il y a des choses qui se passent en République démocratique du Congo et à Web Info, on est là pour vous informer, on est là pour vous aider aussi à bien comprendre toutes ces informations. Alors on va donc commencer par les fronts, ou disons les offensives des forces armées de la République démocratique du Congo en Zibira. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'objectif pour les FARDC? Donc, j'étais en train de les dire, contre l'AFC M23. Parce que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées toujours par les Wazalendo, ont, depuis le lundi 29 septembre, ont lancé donc ce qu'elles appellent une contre-offensive. Les FARDC ont lancé justement une contre-offensive pour reprendre le contrôle de Nzibira. Nzibira, nous sommes dans le territoire de Walungu au Sud Kivu,
une semaine après son occupation par l'AFC M23. Voilà, alors selon plusieurs sources locales, cette cité aussi stratégique, réputée pour ses richesses minières, réputée pour aussi sa situation géographique très stratégique, est au cœur d'intenses combats. L'armée congolaise multiplie justement les manœuvres pour déloger les éléments de l'AFC M23, notamment par des frappes ciblées à l'aide des drones CH4. Et ça se fait, mesdames et messieurs, sur les montagnes de Mulunga, Chirwa, Nyamurege, Mulamba et Kaniola. Toujours à Walungu, au sud Kivu. Donc on est en train de cibler les différentes montagnes où les M23, l'AFC M23, les éléments de l'AFC M23 sont positionnés pour essayer un peu de les déloger. Alors, les éléments de l'AFC M23, il faut aussi les dire, sont toujours bien armés, lourdement armés en tout cas, opposent aussi une résistance farouche, plongeant même la population dans les climats de peur et d'incertitude. Alors, en parallèle, l'AFC M23 tente aussi de progresser vers d'autres zones aussi riches en minerais, telles que Mwenga Centre et même Kamituga. Parce qu'aujourd'hui, ne vous en faites pas, il faut quand même qu'on puisse vous le dire. On ne peut pas vous les cacher. Kamituga et même Mwenga, visés aussi par l'AFC M23. Et la menace est aussi réelle de ces côtés-là. Alors, donc les FARDC sont en train de tout faire pour freiner l'avancée de l'AFC M23, mais aussi les Ouazalendo qui sont en train de les faire. Et ont même réussi à établir des positions beaucoup plus défensives cette fois-ci à Tchouloué, Lubimbe et Ngando. Ngando, ces entités, comme je viens de le dire, sont situées à une vingtaine de kilomètres aussi des zones occupées. Donc c'est à quelques kilomètres où se déroulent justement toutes ces opérations. Donc l'objectif pour les FARDC, c'est de prendre le contrôle de Nzibira, parce que Nzibira, avec l'aérodrome qui est là, servait aussi d'espace pour les FARDC, enfin, de bien piloter les avions de chasse, tout ça. Après Kavumo, c'est Nzibira qui vient donc aujourd'hui d'être occupé, qui est occupé par l'AFC M23. Et les Burundais, donc même à partir de Bujumbura, où disons une entité aussi très importante au Burundi, les FARDC sont en train de réussir aussi à mener des frappes aériennes. Donc, à partir du Burundi, il y a des avions de chasse, il y a des drones qui sont pilotés là-bas. Et c'est comme ça que les choses sont en train de se passer. L'AFC M23 a alerté, l'AFC M23 a fait comprendre qu'il y a donc des violations aussi du cessez-le-feu. Plusieurs communiqués allant dans ce sens, accusant les forces armées de la République démocratique du Congo des violations graves. Même les civils, là où les civils sont présentement, où ils vivent, les FARDC n'hésitent pas à bombarder toutes ces zones. C'était donc dans des communiqués que l'AFC M23 l'a dit. Alors donc, c'est encore une fois une situation très très tendue entre les deux protagonistes. Ça se passe au sud Kivu, tout comme ça se passe aussi au nord Kivu, avec Masisi, Rutshuru, même Lubero, et Walikale aussi. Au sud Kivu, c'est vrai, une partie des Calais est occupée, une partie des Kabare est occupée. Là, on est à Walungu. Et avec Nzibira, comme je l'ai dit, c'est très stratégique. Ça peut même faciliter l'accès à d'autres provinces pour l'AFC M23. Ça, je l'avais dit. Et voilà pourquoi il y a donc cette sensibilité aussi avec Nzibira. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces contre-offensives lancées par les forces armées de la République démocratique du Congo? Je viens de vous donner l'objectif pour les FARDC. Alors, qu'est-ce que ça représente aussi? Et c'est l'option idéale aujourd'hui, ou soit rester toujours très concentré et surtout très ouvert avec l'option diplomatique comme ça se fait à Doha et comme ça s'est passé récemment à Washington.
les États-Unis qui sont toujours là, bien que les propos qu'on vous a montrés récemment ont créé aussi des plusieurs controverses, des polémiques, les propos de Massad Boulos récemment lorsqu'il disait que les partis, la RDC, la FCM23 et même les Rwandais sont en train de travailler pour aussi une intégration au sein des forces armées de la République démocratique du Congo des éléments de la FCM23. Ces propos n'ont pas aussi été bien digérés côté partisans du pouvoir en place des régimes actuels en RDC, jusqu'au point où on a même donné une autre nationalité à Massad Boulos. Comme toujours, vous dites quelque chose qui ne cadre pas avec ce qu'il pense, on vous colle directement une nationalité. Massad Boulos, lui, il a eu sa part. Alors, les mêmes Massad Boulos, voilà, vous allez suivre, voir ces tweets, hein, un peu en anglais, mais on va faire un effort aussi de vous faire la traduction en français. Massad Boulos a communiqué, il est revenu justement sur les avancées en ce qui concerne donc des relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Justement pour montrer combien de fois les Américains sont en train d'obtenir que des avancées dans tout ce qui se passe dans ces conflits qui a longtemps duré entre la RDC et le Rwanda. Alors, c'est déjà aujourd'hui qu'il a dit, ce matin, j'ai accueilli les délégations de la République démocratique du Congo et du Rwanda pour le dernier cycle de négociations sur les cadres régionaux d'intégration économique. Cadre régional d'intégration économique. Les renforcements de la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, de la transparence des chaînes d'approvisionnement minière, de la santé, du tourisme et du commerce créera des opportunités de croissance, d'emploi et d'accès aux services essentiels. Ces renforcements de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie renforcera la paix et profitera à des millions de personnes dans la région des Grands Lacs en aidant les communautés à s'investir dans une stabilité durable et une proposition partagée. Ça, c'est Massad Boulos qui l'a dit. Donc, il a réussi les délégations de la RDC et du Rwanda pour discuter, ou disons pour les derniers cycles de négociations sur les cadres régionaux d'intégration économique. Voilà ce que la RDC et le Rwanda sont en train d'aborder aujourd'hui. Donc, au-delà du fait de parler des questions des FDLR, la levée des mesures défensives du Rwanda, il y a aussi l'aspect économique qui entre en jeu. Donc, les deals même miniers qu'on peut conclure avec les Américains, je vous précise que ces deals, c'est aussi, le Rwanda aura aussi des bénéfices dans ça. Ça, je vous assure. Sous paix, je vais vous donner d'autres détails, d'autres précisions qui sont là. Et c'est que nous, on est déjà en retard par rapport à cette coopération même économique. Le Rwanda et les États-Unis sont déjà sur une autre phase. Pendant que la RDC, on est en train de faire autre chose. Et même, ça je vous l'ai dit, l'accord signé le 27, si je m'abuse, le 27 juin à Washington, n'a jamais été entériné au niveau de l'Assemblée nationale en RDC. Au Rwanda, c'est déjà fait. Même le gouvernement a déjà aussi... donc, le Rwanda a déjà ratifié l'accord de Washington. En RDC, pas encore. Même pour que cela soit débattu au niveau de l'Assemblée nationale, on ne l'a jamais fait. Mais on a juste vu les députés se mobiliser pour évincer les membres du bureau et en particulier Vital Kamerhe. Donc, on est déjà en retard pendant que le Rwanda commence déjà à tirer quelque chose de ces partenariats. Qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs? Vous avez donc la parole, vous avez la possibilité, donc on vous donne cette opportunité de vous exprimer, d'intervenir justement en direct sur votre chaîne
de tous les jours, votre chaîne, justement, d'information, la chaîne qui vous accompagne, Wab Info. Venez nombrer, commenter comment vous trouvez, justement, toutes ces démarches. Est-ce que la République démocratique du Congo peut aussi tirer profit cette fois-ci, au lieu de rester toujours en train de s'inscrire dans une logique aussi des perdants? Cette fois-ci, il faut que la République démocratique du Congo aussi obtienne quelque chose dans tout ça. Voilà, nous insistons donc sur cette souplesse aussi, parce qu'au Rwanda, les gens sont en train déjà de gagner. Donc nous parlons, mesdames et messieurs, de ces contre-offensives, c'est le sujet principal, cette contre-offensive des forces armées de la République démocratique du Congo contre les positions des éléments de l'AFC M23 au niveau des Walungu. Walungu, c'est dans la province du Sud Kivu. Donc cette contre-offensive pour aussi non seulement neutraliser, mais aussi avoir accès, ou disons avoir cette possibilité de mener d'autres frappes aériennes vers d'autres entités. Pourquoi pas aussi au nord Kivu, c'est l'idée justement, ou disons c'est l'objectif pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, déjà, comme je le disais, le Rwanda, lui, avance déjà avec l'accord de Washington. Parce que avec les Américains, il y a déjà des démarches qui sont menées, des échanges même économiques et surtout les minéraux qui prennent déjà la direction des États-Unis. Notre première cargaison, voilà, des tungstène rwandais est arrivée, marquant une étape historique dans les renforcements des chaînes d'approvisionnement mondiales et mettant en valeur les rôles, voilà, du Rwanda dans les minéraux essentiels. C'est une entreprise américaine aussi, via bien sûr le gouvernement des États-Unis, qui s'est réjoui justement de conclure déjà, ou disons de voir les avancées aussi, donc les avancées palpables avec cette coopération Rwanda-États-Unis. Mais côté Rwanda-RDC, jusque-là, même sur le plan économique, les choses, on peut dire, sont entrées aussi, connaissent des couacs. Parce qu'il faut clarifier les choses. Et même l'accord en soi n'a jamais été débattu au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ça aussi la réalité. Alors, ces débats aussi, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, c'est vrai, la RDC et le Rwanda, dans les cadres de l'accord de Washington, non, on peut dire qu'il y a déjà des avancées. Voilà l'image des Rwandais et des Américains en train, bien sûr, de concrétiser ces partenariats. Et là, c'est pour les minéraux que le Rwanda aussi est en train donc d'exporter, justement, d'exporter du Rwanda aux États-Unis. Voilà, comme on pouvait le constater en image. Mais nous, on est encore, donc je peux dire que la République démocratique du Congo est en retard pour justement aussi faire des deals pareils. Tantôt, ce sont des voix aussi qui s'élèvent pour contester les deals entre la RDC et le Rwanda, et les États-Unis plutôt, ou même quelques zones d'ombre aussi qu'on n'arrive toujours pas à éclairer. Alors, côté Nations Unies, le Conseil de sécurité, comme je l'ai dit, s'est réuni hier, et justement, particulièrement, donc l'idée, donc les sujets à débattre, c'était bien sûr les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Encore le Rwanda et la République démocratique du Congo invités pour ces débats au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, un programme aussi très, je peux dire, un rendez-vous donc les deux parties se sont justement donné ce rendez-vous hier mardi 30 septembre au Conseil de sécurité des Nations Unies, justement une séance d'information d'abord publique, parce que même la MONUSCO a pris part aussi à cette séance, justement parce qu'on parlait de la République démocratique du Congo, y compris les activités de la MONUSCO. Même la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta,
a aussi, donc il a donné la situation sur terrain, surtout avec la MONUSCO. Alors, avec tout ça, les représentants de la République démocratique du Congo, au niveau des Nations Unies, a tenu encore une fois un discours très offensif vis-à-vis du Rwanda. Alors, comme toujours, parce que des fois, quand il prend la parole, c'est toujours très tendu entre lui et les représentants du Rwanda. Il est revenu sur c'est cette séance voilà, du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation en République démocratique du Congo. En tout cas, il n'a pas mâché les mots plutôt, et il a été encore une fois très direct vis-à-vis du Rwanda. Il s'agit bien sûr de ses représentants. Quand la ministre des Affaires étrangères n'est pas là, c'est lui qui prend la parole pour les comptes de la République démocratique du Congo. Et nous vous proposons, mesdames et messieurs, de les suivre. Il revient justement sur les avancées, les blocages aussi sur terrain avec la reprise des affrontements. Et pourtant, les cessez-le-feu dans le cadre justement de la déclaration des principes des Doha n'arrive toujours pas aussi à être respecté par toutes les parties. Il est revenu justement sur tous ces points. Nous vous proposons, mesdames et messieurs, de suivre les représentants de la République démocratique du Congo aux Nations Unies dans ces conseils de sécurité. Des générations entières ont grandi sous l'ombre de la violence, des déplacements massifs, de l'esclavage sexuel et du pillage de leur terre natale. L'agression dont la République démocratique du Congo est victime a plongé nos provinces de l'Est dans un désastre humanitaire avec près de 7 millions de déplacés internes. Le pic a été atteint en janvier et février 2025, lorsque les villes de Goma et Bukavu ont été envahies par les forces de défense du Rwanda et leur brigade avancée en RDC, l'AFC M23. Il convient de préciser ici que le processus diplomatique engagé avec toutes les parties au conflit n'exclut nullement la quête de la justice et de la réparation. Et comme l'affirmait le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du haut de la tribune de la 80e session de l'Assemblée générale le 23 septembre dernier, les Nations Unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont documenté l'ampleur des atrocités. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. En juillet dernier, encore, plus de 300 civils, dont 48 femmes et 19 enfants, ont été massacrés dans les territoires de Rutshuru par l'AFC M23 avec l'appui des forces de défense du Rwanda. Ces crimes ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une continuité macabre. Je remercie les États-Unis d'Amérique d'avoir pris l'initiative le mois dernier de convoquer une session extraordinaire du Conseil de sécurité pour examiner ces massacres documentés par Human Rights Watch. Fin de citation. Monsieur le Président, ce n'est pas seulement une crise congolaise. C'est une tache noire sur la conscience collective de l'humanité. Les cycles répétés d'atrocités, alimentés par la cupidité pour le minerai stratégique et les ingérences étrangères, principalement du Rwanda, reflètent le coût de l'indifférence et le prix de l'impunité. Chaque fois que des crimes restent impunis, chaque fois que des victimes restent silencieuses, la porte s'ouvre à de nouvelles vagues de violence. La reconnaissance des crimes commis, la préservation de la vérité pour les générations futures et la poursuite de la responsabilité ne sont pas des options. Elles sont le fondement d'une paix digne et durable. Aujourd'hui, alors que le monde réclame justice ailleurs, les voix des victimes congolaises doivent aussi être entendues, car aucun processus de paix ne peut survivre à l'impunité. Protéger les vies humaines est non négociable. Rester spectateur devant de tels crimes serait une forme de complicité. La protection des vies humaines, toute communauté confondue, reste non négociable et doit demeurer au cœur de l'action. Le Conseil de sécurité et la communauté internationale
ne saurait demeurer indifférent devant l'enracinement de l'impunité. Mon deuxième message, qui fait suite au premier, m'invite à réitérer l'appel qu'a lancé le 23 septembre dernier du haut de la tribune de l'Assemblée générale le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui disait, je cite, « À la veille de la mise en place de la commission d'enquête indépendante, décidée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les massacres perpétrés il y a quelques mois par nos agresseurs et leurs supplétifs dans l'est de mon pays, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle afin d'établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les assises d'une paix durable ancrée dans la mémoire et la responsabilité partagée. » Fin de citation. Monsieur le Président, pour mettre un terme à ce conflit, le Conseil de sécurité, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, a notamment exigé le retrait du M23 des villes de Goma, Bukavu et de toutes les zones sous son contrôle, le démantèlement des administrations parallèles instaurées en violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo, ainsi que la cessation de tout appui direct ou indirect au M23. L'accord de Washington et la déclaration de principe de Doha abondent dans le même sens car le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix véritable. Le Conseil de sécurité, garant du maintien de la paix et de la sécurité internationale, doit veiller à la stricte application de cet accord, désormais indissociable de la mise en œuvre de sa résolution 2773. Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera de couler. Monsieur le Président, je voudrais encore faire mien le récent propos du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour préciser que l'objectif pour la République démocratique du Congo demeure inchangé. Obtenir une paix juste, durable et véritable, non une accalmie factice et éphémère qui, depuis près de 30 ans, a trop souvent déçu l'espérance de notre peuple. Nous attendons de la communauté internationale et de ce Conseil de sécurité qu'ils se tiennent avec constance et courage du côté du droit. C'est à ce prix que la vérité l'emportera sur l'impunité et que la paix redeviendra possible. La République démocratique du Congo est un pays de vie, de richesse naturelle et de résilience humaine. Nous voulons contribuer à la paix mondiale, mais la paix commence par la reconnaissance de notre propre tragédie. J'adresse à cette Assemblée un appel solennel. Reconnaissez le génocide congolais, soutenez notre combat pour la vérité et la justice et aidez-nous à bâtir enfin une paix durable au cœur de l'Afrique. Nous demandons que les Nations Unies instaurent un régime de sanctions ciblé contre les auteurs de crimes économiques, mais aussi des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide commis à l'est de mon pays, et qu'elles soutiennent toutes les actions visant à tarir les circuits illicites d'approvisionnement en minerais qui financent depuis des décennies la guerre et la tragédie humaine. La communauté internationale a le devoir moral et politique de reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide, et d'agir en conséquence. Le silence et l'inaction face à ces crimes s'apparentent à une complicité. Nous demandons la mise en place immédiate d'une commission d'enquête internationale, indépendante et dotée de moyens pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et rompre le cycle de l'impunité qui nourrit ce drame depuis des décennies. Monsieur le Président, en ce qui concerne la MONUSCO, la position de mon pays a déjà été exprimée maintes fois ici. Mon gouvernement est en plus favorable à l'option d'un rôle opérationnel à conférer à la MONUSCO en matière de vérification d'un éventuel cessez-le-feu et de soutien à la mise en œuvre des accords de paix. Nous voulons insister sur la nécessité pour le Conseil de sécurité de renforcer
diplomatiquement, militairement ainsi que financièrement la MONUSCO pour l'accomplissement de son mandat qui sera bientôt renouvelé. Nous en appelons au Conseil de prendre des décisions pour contraindre le Rwanda et son supplétif du M23-FC de ne pas entraver les libertés de mouvement de la force de paix de la MONUSCO. Une telle posture est indigne d'un pays qui prétend porter le manteau de contributeur de troupes au système des Nations Unies. Monsieur le Président, permettez-moi avant de clôturer mon propos de réitérer les demandes formulées par mon pays au Conseil pour faire avancer l'agenda vers la restauration d'une paix durable et non d'une paix factice et éphémère à l'est de la RDC. Premièrement, que le Conseil puisse veiller sans atermoiement à la stricte application de l'accord du 27 juin 2025 signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, désormais indissociable de la mise en œuvre intégrale sans faille des dispositions de la résolution 2773-2025. Deuxièmement, qu'il renforce sans délai le régime de sanctions en y inscrivant les commandants de l'AFC M23 et les responsables rwandais. Troisièmement, qu'il soutienne sans délai la mise en œuvre effective de la commission d'enquête internationale prévue par la résolution A-HRC-RES-S-37-1 adoptée le 7 février 2025 lors de la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Je vous remercie. Vous venez là de suivre les représentants de la République démocratique du Congo au niveau de l'ONU devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était hier et il est revenu justement sur cette reconnaissance. Voilà, Kinshasa insiste sur cette reconnaissance du génocide congolais. C'est vrai, il y a une date qui commémore justement ces événements en République démocratique du Congo, mais au niveau international, c'est pas encore reconnu. Voilà pourquoi c'est toute une campagne que les gouvernements congolais et tous ces représentants partout là où ils sont en train de démener. Alors, les représentants du Rwanda là aussi réagi, et pour lui, cette question des FDLR demeure toujours aussi une épine même pour les Rwandais, parce qu'ils ont dit qu'ils subissent des attaques venant des FDLR et lever des mesures de défense qu'ils avaient aussi mises en place. Jusque-là, c'est pas possible avec l'activisme aussi des FDLR. C'était ça aussi la position du Rwanda, toujours dans ces mêmes conseils de sécurité de l'ONU. Et la MONUSCO aussi, parce que les représentants de la RDC revenaient sur les rôles de la MONUSCO tout en plaidant auprès du Conseil pour que la FCM23 justement aussi laisse ou disons facilite la tâche à la MONUSCO afin de mener toutes ces opérations, donc de se mouvoir facilement dans les zones contrôlées par l'AFC M23. C'est les représentants de la RDC qui l'a dit. Alors pour Bintou Keïta, représentante aussi spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, elle a aussi déploré l'écart persistant entre les décisions du Conseil de sécurité et la réalité sur le terrain. Donc, le Conseil de sécurité, oui, prend des décisions, mais ces décisions ne sont pas aussi suivies par des mesures d'application. Elle a déploré cela, tout en revenant aussi sur les pourparlers des Doha. Pour elle s'est quand même réjouie du fait que c'est pour parler. Reprennent, voilà, et pour elle, ils ont abouti à la signature en juillet d'une déclaration des principes entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la FCM23. Mais comme vous le savez, nous tous on le sait, la déclaration des principes, oui, elle a été signée, mais sur terrain, voilà, elle souffre toujours de cette non-application. En ce qui concerne surtout les cessez-les-feux n'est pas toujours respecté. Alors, les facilitateurs de l'Union africaine ont rencontré des femmes, des leaders communautaires et des représentants de la société civile. Tous sont des acteurs indispensables pour une paix inclusive. Toutefois, la paix tarde à se concrétiser sur le terrain. Là, elle a raison quand même. Hein. La paix ne se concrétise toujours pas sur le terrain parce que les affrontements sont en train plutôt de prendre une autre dimension. Les combats tous les jours, les bombardements, des drones, tout ça. Et ça montre combien de fois l'option militaire pour toutes les parties n'est pas encore abandonnée en dépit du fait
de discuter à Doha, de discuter même à Washington. C'est aussi ça la réalité, mesdames et messieurs, sur terrain et partout, comme vous pouvez les constater. Alors, nous sommes donc à la fin justement de cette production sur Web Info Télévision. Les forces armées de la République démocratique du Congo qui viennent de lancer une contre-offensive contre l'AFCM 23. Donc les positions de l'AFCM 23, surtout en Zibira, visées par ces engins, là c'est les drones CH4 utilisés par les FARDC. Il y a même les Sukhoi qui interviennent. L'idée est justement de les déloger en Zibira qui est occupé par l'AFCM 23, ça fait déjà des semaines. Et les bombardements aussi sont signalés, ça et là. Walikale aussi, tout comme dans le territoire des Massissi. Alors donc on sera toujours là plutôt pour vous accompagner, pour vous aider aussi à mieux comprendre toutes ces actualités. Ça se passe en République démocratique du Congo. Et nous, à Web Info, on sera toujours donc disponible pour vous accompagner. Voilà pourquoi nous vous invitons à vous abonner massivement tout en activant cette cloche de notification qui vous permettra d'être alerté à tout instant quand il y aura de nouvelles productions. Aimez, partagez, surtout vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette reprise des hostilités entre FARDC, toujours appuyé par les Wazalendo en face, c'est l'AFC M23. On a besoin aussi de vos commentaires et ça nous permettra aussi de comprendre, voilà, que pensent aussi les Congolais par rapport à tout ce qui se passe. Merci mesdames et messieurs, nous disons aussi merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé, merci à toute l'équipe de Web Info très mobilisée, justement pour que nous puissions aussi arriver chez vous comme il faut. Alors on va donc se retrouver tout en vous appelant à rester toujours connectés.